On accuse les bootcamps d'avoir pété le marché. Stop! Je m'appelle Damien, fondateur de We Love Devs. Ça fait 10 ans que j'observe le marché et que j'en fais partie. Et aujourd'hui, je te propose 5 métiers qui sont béton. Et même 2 bonus parce qu'on aime le rab. Je t'explique pourquoi ils recrutent maintenant, pourquoi le skill gap il n'est pas gigantesque, il n'y a pas besoin d'être un ninja du code pour avoir ton premier job de junior. On embarque? C'est parti! Si tu viens de voir la vidéo la fin des devs, c'est la vidéo d'avant, parce qu'entre temps j'ai fait une autre vidéo, on a explosé le compteur de commentaires sur cette vidéo, on est à 300 commentaires sur la vidéo. Et bien sûr, j'ai demandé à mon ami ChatGPT d'analyser les principaux messages. Il y a 4 peurs qui reviennent en boucle. La première, 40% des commentaires, l'IA va tuer le job, ou l'IA est affreuse pour les développeurs. Le marché est saturé par les reconversions, ça c'est 25% des peurs. On ne sait pas où aller après le bootcamp. Et le dernier point, c'est on a perdu énormément de temps et d'argent dans une reconversion qui ne sert à rien. Je vous explique pourquoi c'est pas perdu. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super intelligent que beaucoup d'entre vous aient demandé finalement des réponses, des solutions concrètes. Parce que c'est vrai que moi, à chaque fois, je suis un peu en mode, il n'y a pas de réponse qui marche pour tout le monde, faut trouver un truc, machin chouette. Spoiler, la vérité, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de silver bullet, il n'y a pas de métier qui marche pour tout le monde, sinon on serait tous en train de faire le même job, et ce serait de nouveau saturé. Par contre, il y a des chemins qui permettent de contourner le gap, et surtout, il y a des jobs qui valorisent la reconversion. Là, aujourd'hui, je t'en donne 5 et 2 en plus parce qu'on est généreux. Et surtout, après, on part en road trip avec Célia d'Insitu. Elle est commerciale ici et elle accompagne des freelances depuis 4-5 ans. Et pour le faire, on va aller sur le terrain. J'ai appelé Holberton. C'est une école de dev qui est juste à côté ici, à la Pleine Image. On va aller faire des entretiens avec les gens qui sont en formation pour voir si ce que je vous dis dans la vidéo, ça tient bien la route en vrai. Le premier, c'est la cybersécurité, en particulier la GRC et la conformité. Alors pourquoi ça recrute? Il y a NIS2 et DORA, c'est 2 grosses conformités qui affectent les entreprises et les services publics et les sous-traitants des services publics, etc. On parle de 15 000 postes non pourvus. Au plus gros de la crise des devs, à l'époque où il n'y en avait pas avant les reconversions, on parlait de 40 000 postes non pourvus. Bon, alors pourquoi ça fonctionne? Déjà, tu réutilises la rigueur des devs, la gestion du risque de manière générale, mais surtout, c'est des métiers où la compétence technique n'est pas essentielle. La GRC, c'est la gouvernance, la gestion des risques et la compliance. Il faut surtout être capable de gérer un gros référentiel super strict, l'ISO 27001, le NORA, le NIS2, etc. Gérer ces référentiels-là et permettre à l'entreprise, que ce soit dans l'utilisation des services informatiques que dans les services informatiques eux-mêmes, de rentrer en compliance avec ça. Par exemple, je sais pas, routine, quand quelqu'un quitte la boîte, est-ce que ses accès à toutes les applications sont bien supprimés? Voilà. Ça, c'est de la GRC. Il y a une partie un peu gouvernance, politique, aller voir les décideurs. Il y a des gens qui font que ça. Il y a aussi beaucoup de communication, de communication interne, de politique interne, de formation, etc. Si vous avez fait un minimum de communication, vous êtes hyper compétent dans ces métiers-là. Les risques cyber, il y en a plein et il y a énormément de travail pour sensibiliser toutes les entreprises et toutes les personnes dans l'entreprise. Le premier step immédiat, tu peux faire le MOOC SecNum Academy et tu peux faire un mini audit ISO 27001 de ton projet ou de ton side project ou du projet que tu as fait en cours pour montrer que tu sais gérer la conformité. Dans les métiers que vous avez pu faire avant en termes de reconversion, par exemple si vous avez fait la compta, si vous avez fait de la gestion des spécifications, de la chefferie de projet, etc. La partie conformité, elle est lourde, elle demande de faire des roadmaps, elle demande de comprendre plein de référentiels. Si vous avez fait un Calliope par exemple, si vous avez fait de l'ingénierie de formation, Calliope c'est facile à côté de l'ISO 27001. C'est pas forcément le référentiel qui est dur, c'est la mise en application, et la mise en application, elle dépend du contexte, de la dimension, du nombre d'acteurs, etc. Le deuxième job, c'est Data BI Analyst. Déjà, il y a 19 000 offres de Data Analyst en français sur les internets, quand on a fait nos recherches. Alors, quand t'es dev, si t'as déjà fait 2-3 requêtes SQL ou quoi, c'est ok, mais sinon, il y a plein de gens qui viennent d'autres métiers, qui ont fait des métiers du marketing, des métiers d'école de commerce, des métiers de technique de vente. Il faut absolument un peu rentrer dans le SQL, et ça, il y a plein de gens qui l'apprennent sur le tas. Il faut gérer un petit peu Excel. Derrière, il y a des métiers qui sont en data analyst, en BI analyst. La BI, c'est ce qu'on appelle l'informatique décisionnelle. C'est le nom qu'on donnait avant que la data ça devienne cool, quoi. Le premier step, tu peux finir la formation SQL Bolt, c'est un super site, on le met en lien dans la description. Il y a également un tuto sur le site développé qui s'appelle SQL de A à Z. Le tuto a 20 ans.
Mais le SQL existe depuis, n'a pas changé depuis les années 70 et le tuto est trop bien. Même moi, je l'ai utilisé 10 ans après que ce soit sorti. Tu peux utiliser un dataset public. Il y en a plein. Tu peux choper par exemple les datasets de Météo France, le mettre dans un Looker Studio et partager le lien par exemple. J'ai fermé la fenêtre qui claque. C'est un job cool. On va bientôt passer au troisième job. Le troisième secteur qui recrute à Bâle, c'est le cloud. Le cloud, c'est vraiment le secteur résilient depuis 2020, depuis 2021. On a fait le move to cloud à Bâle. Et on a choisi deux métiers où le skill cap est pas énorme. Skill cap technique, hein. C'est le métier FinOps et les métiers gouvernance. Alors pourquoi? Parce qu'on a mis tout le DevOps, le Terraform, le Kubernetes, etc. Et maintenant, les équipes produits, elles provisionnent des ressources à Bâle comme si elles étaient infinies, quoi. Le CFO est complètement en panique parce que ça a l'air d'être un puits sans fond, on n'arrive pas à gérer les budgets, personne fait attention. D'un autre côté, la gouvernance, c'est un vrai sujet, on a peur du vendor locking, surtout avec le contexte géopolitique. Est-ce qu'on peut passer de AWS, à Azure, à GCP? Bon, bah de toute façon, on ne sortira pas d'un cloud américain aujourd'hui. Mais voilà, les compétences que tu peux utiliser qui viennent d'un job d'avant, c'est l'optimisation de perf de manière générale, c'est l'optimisation de coûts, c'est le contrôle de gestion, c'est le suivi des ressources, c'est le pilotage des ressources, c'est de l'advocacy aussi, encore une fois, c'est des skills de communication qui sont utilisés. Sur la partie gouvernance, on est vraiment sur de la sensibilisation aussi, de la formation. Il y a une certif FinOps Practitioner, dont je vous mets le lien. Tu peux faire une estime de la facture AWS de ton petit projet. Bien sûr que si ton projet de cours n'est pas hosté sur AWS ou GCP, va le publier tout de suite, comme ça tu pourras commencer. Le quatrième job, on l'a appelé Product Owner, Low Code, No Code, mais en vrai ça c'est des consultants en digitalisation. Ils existaient déjà avant, c'était des gens qui nous expliquaient comment utiliser les outils de visio, c'était des gens qui nous expliquaient comment utiliser des emails correctement, qui utilisaient Slack, qui travaillaient les outils, qui rationalisaient les outils. Aujourd'hui sont transformés en vendeurs LinkedIn de formation en IA, en tuto make, en Power Apps, etc. pour savoir coder sans les devs. Que vous les aimiez ou non, c'est eux les consultants en digitalisation. Ce qu'il y a de bien, c'est que si tu avais déjà fait un métier avant et que tu travailles avec des gens qui font ce métier maintenant pour leur expliquer comment faire du make, du N8N et des choses comme ça, là c'est chouette. Pourquoi ça recrute aussi? Et parce qu'il faut se rappeler quand même qu'il y a 60 à 65% des projets logiciels maintenant qui sont plus dans la DSI. C'est les équipes métiers qui le gèrent. Elles vont prendre des outils en SaaS et à la fin ça devient une pile de SaaS incompréhensible. Et c'est là où ta formation de dev, même si tu n'as pas le skill cap pour prendre un job de dev full stack, te permet de te rappeler des bonnes pratiques. On veut que la donnée soit présente qu'à un seul endroit, une seule source de vérité. On veut que la logique soit claire, on veut que la logique soit documentée, que les flux soient documentés. On veut pouvoir brancher un truc et rebrancher un autre, donc il faut séparer les responsabilités correctement, alors que les SaaS font tout pour t'empêcher de séparer les responsabilités correctement, parce que sinon tu peux les démonter facilement. Ce que tu peux faire comme step pour recommencer, bah, tu peux reproduire un process RH ou un process candidat sur un Make. Tu fais un tuto que tu filmes en 3 minutes. Voilà, montre-moi comment tu utilises avec Make le suivi des candidatures, comment tu fais un Airtable dans lequel tu as suivi toutes les candidatures que tu as déjà faites, etc. Et ça va montrer que l'automatisation, tu gères. Automatise les relances sur tes candidatures. Trop de bonne idée. Ben oui, oui. Pour le cinquième job, j'ai choisi le consultant ERP CRM, SAP, Salesforce, Oracle. Alors déjà, il faut savoir que c'est pas forcément un job qui recrute énormément, mais il recrute de manière assez constante, il n'a pas souffert de la crise. Et surtout, c'est un des seuls jobs qui l'an dernier a vu les salaires augmenter, parce que les besoins ils sont de plus en plus forts. Il y a beaucoup de migrations SAP vers SAP HANA, de Salesforce, etc. à gogo. Et dans ces consultants-là, ceux qui sont facturés le plus cher, c'est ceux qui ont une connaissance du métier qui utilise le service. Donc on a fait un sujet là-dessus avec Accenture. Vous pouvez retrouver sur la page LinkedIn de We Love Devs, c'était au mois de janvier le webinaire. Il y avait deux consultantes, une qui faisait du Salesforce, l'autre qui faisait du Oracle. La consultante Oracle, elle utilisait déjà Oracle avant dans son entreprise au quotidien comme ERP. Et la consultante Salesforce, elle faisait du marketing digital avant, elle utilisait la partie Salesforce Automation et elle était fascinée par l'outil et maintenant elle travaille sur son intégration, son implémentation, son adoption, etc. Si vous avez utilisé ces outils en tant qu'utilisateur, c'est probablement un bon point d'entrée. Vraiment, c'est ces profils-là qui auront le plus de valeur et c'est ces profils-là où il y aura le plus de moyens pour faire de la formation. Tout ce que vous avez appris dans le dev sur la modélisation de bases de données, la séparation des systèmes, etc. Ben là, ça sert à paramétrer des objets ERP. Vous allez faire du XML, vous allez faire du clic-clic-clic. C'est du low-code en fait, hein, vraiment c'est du low-code. Pour commencer, dès maintenant, la boucle Trail Salesforce Admin Beginner, c'est une formation proposée par Salesforce qui est assez chouette et qui est gratuite. Il y a aussi un module gratuit sur le hub SAP. On vous met les liens encore une fois dans la description. Et pour le mettre en pratique, bon, bah, tu peux faire une vidéo où tu expliques comment on fait un flux du lead jusqu'à la facture, quoi.
Alors, le premier job bonus, c'est le job de QA testeur ou recetteur. On a trouvé 480 offres de testeurs logiciels, franchement, sans trop forcer, et ils mentionnent souvent sans expérience prérequis. C'est quoi les compétences que tu vas transcrire? Finalement, tu vas transcrire ta connaissance des logiciels, ta capacité à communiquer avec des développeurs si tu as fait une formation de dev. Tu vas pouvoir transcrire aussi ta connaissance du métier et des process. Ce qu'il faut faire comme tâche, faire des plans de test, mettre en situation le logiciel. Quand je faisais du mobile, les testeurs d'appli mobile, ils avaient des sacs à dos remplis de téléphones, où il y a des bugs chelous, etc. Franchement, ils étaient trop rigolos. Tu mettais un testeur QA au milieu des devs, il mettait une ambiance de ouf, quoi. Il faut être capable de scripter aussi. Alors si vous avez bien aimé l'automatisation, le scripting, peut-être même dans votre job d'avant, un QA tester, c'est un bon job. Le step à faire maintenant, c'est t'inscrire sur le site Foundation ISTQB. Et tu peux également publier un plan de test au format PDF d'une application, soit une application que tu utilises toi. Franchement, c'est pas choquant. Prends pas un truc gigantesque comme LinkedIn, tu vois, mais une petite application que tu utilises au quotidien, fais le plan de test, tu le publies, etc. Ça montre que tu as compris le concept. Le bonus numéro 2, le deuxième bonus, le 7e job. Alors en fait, c'est les métiers de la vente. Alors il y a dans les métiers de la vente, en dehors du commercial qui close, qui gère les grands comptes, etc., le pre-sales qui fait des démos et qui fait du contenu marketing avancé. En après-vente, il y a tous les gens qui font la formation du suivi de l'utilisation, ça c'est les CSM. Et entre les deux, il y a le consultant intégration. Le consultant intégration, c'est vraiment un job à reconversion parce que tout le monde galère à en recruter. C'est une personne qui doit comprendre le besoin particulier du client qui vient d'acheter le logiciel, comprendre comment on va les former et faire en sorte qu'ils adoptent le logiciel. Je disais, le consultant en intégration, c'est un job parfait pour les reconversions. Parce que tous les éditeurs logiciels, admettons, t'édites un logiciel pour les fleuristes, j'en ai déjà vu, c'est hyper intéressant. En fait, le consultant en intégration, tu aimerais que ce soit une personne qui a fait le métier de fleuriste avant. Et tu vas devoir comprendre quel est le besoin particulier du client qui vient d'acheter ce logiciel-là, tu vas devoir comprendre comment lui faire adopter le logiciel, peut-être qu'il y a un peu de scripting ou d'inté pour modifier le logiciel pour qu'il rentre bien, est-ce qu'il y a une roadmap d'adoption, etc. C'est un job hyper complet, hyper transverse, où tu dois communiquer avec des gens, être un peu technique, etc., coordonner des choses, comprendre les besoins, on kiffe. C'est vraiment un job où pour le coup avoir un bagage professionnel épais, c'est bien. Même si tu es dev et que tu as fait une super école d'ingé, généralement c'est un job auquel tu n'accèdes pas en tant que junior, il faut vraiment avoir vécu l'entreprise pour l'avoir. Pourquoi on sait que ça recrute? Parce que finalement c'est un peu un job anti-crise. Comme c'est dur de recruter et les clients veulent des moutons à 5 pattes, depuis toujours c'est un job qui reste constant. Les pre-sales, on en voit 2 fois plus en annonce depuis 2022. C'est ce qu'on a pu observer sur les volumes. Et le step que tu peux faire maintenant, c'est le module AWS Partner Sales Essentials ou le Salesforce Pre-Sales Basic. Ce sont des modules de formation qui sont proposés par les éditeurs et qui vont te permettre de mettre un peu un pied dans le métier de la vente. Pareil, si tu as fait de la vente avant, même si tu as fait de la vente en prêt-à-porter chez H&M, en fait, tu as des compétences en vente. Maintenant que tu as des compétences et une affinité avec le logiciel, ces compétences-là, elles sont transposables. Tu n'as pas tout oublié du jour au lendemain quand tu as fait ta première ligne de code. C'est un nouveau métier, c'est une nouvelle façon de vendre, c'est beaucoup plus sédentaire, c'est pas du call center, c'est des jobs où tu peux rester chez toi en télétravail. Let's go! Bon, c'est le moment de passer de la théorie à la pratique. On va aller challenger les apprentis, on va aller challenger les gens qui cherchent du travail pour voir si ce qu'on propose correspond à des choses qui les intéressent. On va voir si, est-ce que cette matrice-là, c'est une bonne boussole. C'est parti. On vient de faire 4 entretiens avec les étudiants d'Alberton. Une première question que posent souvent les gens en reconversion, à laquelle tu as répondu pendant les entretiens. Est-ce que je dois parler de mes expériences avant ma reconversion, de ce que j'ai fait avant la reconversion? Il y a des gens qui préfèrent faire un CV où ils parlent que de code, pour être rappelé que pour du code. C'est quoi ton conseil? Moi, c'est de valoriser ces expériences parce que ça a duré pendant plusieurs années. Ça peut être pertinent, en fait, d'utiliser ce qu'on a fait avant pour rebondir, en fait, et c'est de le valoriser. Et c'est quand on fait une reconversion professionnelle, on ne repart pas de zéro parce qu'on a des compétences et il faut les mettre en avant et les valoriser à ce niveau-là. Et comme une personne qui avait fait de l'automatisation de dashboard dans son métier sur Excel, qui aujourd'hui veut faire du machine learning, je trouve ça pertinent de valoriser dans son CV. C'est quelque chose que tu as dit aussi, c'est vu que les employeurs sont plus exigeants sur les postes, et ils chargent beaucoup plus des moutons à 5 pattes, et du coup un métier en data, même si c'est data analyst, on va attendre des compétences tech, même si c'est du data ingénieur, on va s'attendre à ce qu'il sache faire des dashboards.
Et donc du coup, les profils en reconversion, il faut qu'ils mettent en valeur cette polyvalence-là, quoi. Oui, exactement, de savoir trouver ce qu'on a fait précédemment qu'on va nous demander dans les prochaines expériences. Le dernier candidat, il avait travaillé dans le secteur bancaire et dans le conseil. Tu lui as conseillé de mettre en avant sa capacité à gérer de la conformité et des contextes réglementaires. Oui, c'est ça. Si on veut continuer à rester dans un métier finance, mais côté data, côté tech, en fait, toute la partie métier qu'on a pu apprendre précédemment est forcément très utile. Et sera plus valorisé qu'un profil 100% tech, d'une certaine manière. Et même un dev expérimenté, il peut être refusé parce qu'il n'a pas montré qu'il savait gérer ses contextes réglementaires. C'est ça. Il y a un sujet aussi, tu as recommandé à plusieurs candidats de spécialiser leur CV. Ça, par exemple, il y avait un candidat qui voulait faire du Python, mais il avait mis toutes les technos sur son CV. Tu lui as dit, fais un CV qui fait que du Python et un autre CV où tu fais que du JavaScript. Est-ce que ça marche aussi avec l'expérience? Genre, si par exemple, j'ai eu une carrière, j'ai fait différents jobs, est-ce que du coup, sur les postes de finance, je vais mettre que mes expériences en finance? Non, faut quand même garder le CV en entier. Par contre, réduire les expériences qui sont moins pertinentes pour les postes en finance. C'est-à-dire du coup avoir un CV plus axé finance, où là on met en avant toutes les compétences finance qu'on a acquis au fil des années. Et donc c'est-à-dire réduire sur le CV les expériences où il n'y a pas vraiment de finance. Pour un poste qui n'est pas finance, qui est plus commerce, là on va réduire les expériences finance et on va mettre en avant le commerce dans le CV. Et donc avoir différents types de CV pour différents types de postes ou d'environnement. Et ce qu'on disait du coup à cette personne aussi, c'était que de vouloir mettre trop de techno, nous en tant que recruteurs, ce qu'on se dit quand la personne sait tout faire, c'est qu'elle sait rien faire. Si par exemple je cherche dans ma base de CV quelqu'un qui fait du Python, son CV où il a tout mis va pas forcément ressortir devant les autres qui sont mieux spécialisés pour ça. C'est ça. Donc vraiment avoir un CV par type de job que je veux chercher, si ces types de jobs sont vraiment différents. Là, la personne voulait faire du Python ou du développement JavaScript. Donc, c'est pas vraiment, même si c'est pas non plus des choses... Antinomique. C'est pas antinomique, mais voilà, on peut décider de faire un CV un peu différent. Mais si je fais un CV qui est ouvert à tout, en fait, il ressortira pas en premier sur le truc qu'on cherche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu retiens dans les entretiens qu'on a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a appris? Je pense que le marché en ce moment du travail peut être un peu compliqué et je pense qu'il tape énormément sur le moral des juniors. Déjà, se lancer sur le marché du travail dans la tech quand on ne connaît pas, c'est difficile. Et là, on arrive sur un marché qui est plus concurrentiel. Donc en fait, tout de suite, les refus, les personnes se remettent en question personnellement, alors que c'est pas forcément personnel. C'est un peu la guerre sur le marché. Donc il faut trouver des stratégies pour se différencier. C'est ce que j'ai retenu, c'est que malheureusement, c'est un peu plus dur pour eux aujourd'hui. Est-ce que tu as un dernier conseil? Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Chez Holberton, le gap technique, ça leur fait vraiment pas peur. Ceux qui ont fait une formation de dev, ils ont envie de faire de la cyber, ils vont faire du pen test et ça cartonne le pen test. Franchement, le pen test, ça recrute à balle. Il y a plein de gens qui en ont fait, qui en font plus, etc. T'as un job où quand t'as pas froid aux yeux et que t'aimes vraiment l'informatique sans avoir une formation solide, en fait, c'est un job où tu peux t'amuser très vite et apprendre très vite, quoi. C'est un job où tu apprends toute ta vie. Donc, avoir 5 ans d'expérience, si t'as rien appris depuis 2 ans, t'es déjà plus périmé que les juniors qui arrivent, quoi. Sur le cloud, ils avaient envie de faire du DevOps. Voilà, ils ont envie de faire du DevOps, ils ont envie de déployer du tooling, ils ont envie d'apprendre Kubernetes, Terraform, ils ont vu Docker en cours, ils ont envie d'aller plus loin, quoi. Sur la data, il y en a qui avaient fait la formation en machine learning, et Célia a fait remarquer qu'aujourd'hui, les clients, ils sont exigeants. Ils demandent souvent un mouton en 5 pattes, ils veulent un data analyst qui sache faire du data engineering, un data engineer qui soit capable de faire un peu de data science. On n'a plus vraiment assez de budget pour embaucher 5 personnes, donc on demande à 3 personnes de faire le job de 5 et ça demande de l'hybridation des compétences. Donc les compétences techniques, ça fait la différence. Le golden ticket dans la formation de spécialisation, c'est de trouver une POI ou une POEC. En gros, l'idée, c'est que vous ayez déjà eu l'occasion de parler à des entreprises. Alors, les pôles emploi organisent des job dating et l'OPCO aussi, etc. Si l'entreprise fait une promesse d'embauche à condition que vous ayez fait cette formation-là, elle sera financée par le pôle emploi, etc. Et c'est hyper rassurant parce qu'on fait une formation en ayant une garantie de déboucher derrière, quoi. Ça, c'est la POI. La POEC, c'est quand on est en collectif. Donc, ça veut dire qu'on est 12 pour faire peut-être un job où il y a que 10 postes. Mais l'idée reste à peu près la même. Et les POI, c'est trop bien. Il y en a plein chez Open Classroom en particulier. Bref, une reconversion, ça dure 18 à 24 mois. Si tu galères après 6 mois de formation, tu es normal. C'est le syndrome du survivant qui donne l'impression que ceux qui arrivent en quelques mois sont normaux. Mais c'est eux les exceptions, d'accord? La prochaine vidéo qui devrait sortir un peu après celle-ci, il y a plein de SN qui font le label Bicorp.
qui font des entreprises à mission. Ici, chez In-Situ, ils ont fait entreprise à mission. J'ai parlé avec plein d'experts de RSE, etc. de ce sujet-là. J'ai envie de profiter du DevLille pour savoir ce que ça veut vraiment dire en matière d'engagement collaborateur. Il y a 2-3 ans, on manquait de recul, etc. Est-ce que c'est bullshit ou pas? Là, maintenant, je vois quand même que, quitte à bosser dans une SN ou une autre, j'ai l'impression que les gens, ils préféraient bosser dans une SN qui a un engagement sociétal. J'ai envie de voir ce que ça veut dire pour les collabs. Est-ce que c'est bullshit ou pas? La RSE, le Bicorp et les labels. C'est ça qu'on va étudier dans la prochaine vidéo. Ce sera un micro-trottoir. Contactez-moi si vous êtes au DevLille et que vous voulez parler dans cette vidéo-là. On va en profiter. Et enfin, on continue la conversation en commentaire sur cette vidéo-là. Dites-moi en commentaire s'il y a un de ces 5 plus 2 métiers bonus qui vous intéresse vraiment. Est-ce que vous avez envie de développer une compétence supplémentaire? Est-ce que c'est du DevOps? Est-ce que c'est du Data Eng? Est-ce que c'est une compétence que vous utilisez de votre métier d'avant qui vous intéresse? Tout ça, on continue la conversation parce que ça me donne des idées pour les vidéos suivantes, parce que j'ai envie qu'on continue à en parler, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et ciao, bisous!